Tous ces médias qui envoient des images comme quoi là-bas c'est mieux, l'Occident c'est mieux, je les emmerde. Tous ceux qui vont capturer ces jeunes frères, ces jeunes sœurs, je les emmerde. Tous ces gens qui les montrent du doigt comme étant des sous-hommes, des sous-femmes, on les emmerde aussi. Alors quant aux Libyens qui mettent les nôtres en esclavage, je les emmerde clairement. Chers membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Aujourd'hui, je vous reçois où? Au Bénin, près de la statue Amazone qui, à mon sens, est le symbole de la détermination béninoise, de la femme béninoise, mais aussi qui peut s'étendre à l'Afrique entière. Je viens vous présenter une vidéo que vous allez voir derrière avec un monsieur qui s'appelle Fran Kourouma. Je vous assure, ne bougez pas, restez. Il faut que vous voyiez cette émission qui a été pour moi l'une, si ce n'est la plus belle émission, en tout cas celle qui m'a amené le plus d'émotions. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui a décidé de partir de son pays, on les appelle les migrants. Et dans cette migration, il nous raconte comment il a été esclave, qui a fait le passage pour arriver de Guinée en Belgique, qui a vécu l'enfer. Et j'aimerais vous en parler. Là, c'est un bateau qui a échoué. Un bateau sont tels des gens, des êtres humains qui espèrent le mieux, vont prendre pour traverser une mer et parfois ils laissent leur vie dans cette mer. Ces gens-là, on les appelle des migrants, nous, en Europe. Et je pense que quand vous venez ici sur le sol africain, je suis au Bénin aujourd'hui, Fran Kourouma vient de Guinée, c'est la personne que vous l'invitez, que vous allez voir juste ensuite, et ben on peut les appeler ces gens-là des gens qui veulent le mieux, le meilleur. Oui, peut-être qu'il peut y avoir aussi des erreurs de leur part, parce que on voit l'Europe par le cinéma, on voit l'Europe par la télévision, on entend l'Europe par la musique. On pense que là-bas c'est mieux qu'ici. Il y a des conditions de vie qui sont peut-être dures. J'en ai vu ici. On vient, on rencontre les gens. Après, à nous de créer des entreprises, à nous de faire des choses, à eux-mêmes de sublimer, de faire leur paradis sur place. Parce que je suis persuadé, et le paradis il est là aussi. Et pour beaucoup qui ont pris ce genre de bateau, bah c'est l'enfer qu'ils ont vu, pas que sur ces bateaux. Vous allez entendre ce qu'il va dire après. C'est l'enfer qu'ils ont vu sur tout le trajet. Les prisons libyennes, torture, être mis en esclavage, violé, être servi comme objet sexuel, des enfants éventrés, et j'en passe. Cette société sur laquelle il ne faut pas cesser de mettre le doigt et de montrer et de dénoncer surtout. Voilà, j'espère que vous apprécierez l'émission qui va suivre avec Fran Kourouma, un réfugié qui a vu l'enfer. Bonsoir chers amis des funérailles des tabous. Depuis des années, des hommes et des femmes traversent des déserts, la Méditerranée, pour un avenir meilleur. Certains disent parfois que c'est de la folie, d'autres disent que c'est de l'ignorance. Il y en a encore d'autres qui disent que ce sont des gens qui n'ont pas de choix. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a une grande importance. Mais bien entendu, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Lucani et je suis accompagné d'Alison. Bonjour tout le monde, Alison, animatrice des funérailles des tabous. Et nous recevons nous avons avec nous Bachwa et nous recevons Fran. Bachwa, je t'en prie. Bonjour à tous, Bachwa Mosengo. Très content d'être là avec vous ce soir. Fran Kourouma, auteur du livre Notre Soleil, mais je suis éducateur et père de 3 enfants. J'habite à Bruxelles. Alors, comme vous avez compris, Fran a un très grand parcours qui va essayer de nous raconter un petit peu. Mais bien entendu, nous, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes, parfois des enfants, font un parcours difficile au péril de leur vie. Alors, Fran, est-ce que tu pourrais simplement déjà nous dire qui tu es vraiment, quel a été le parcours que tu as fait, pas en rentrant dans le détail, pour qu'on puisse comprendre de quoi est-ce qu'on va parler. Même s'il faut pas, souvent ça nous blesse le fait de se dire migrant, mais je suis un migrant. Migrant dans le sens, pas dans le sens que les gens nous donnent comme connotation, c'est-à-dire pour des raisons économiques, mais j'ai migré de mon pays, la Guinée, jusqu'en Belgique. Et le parcours avec plusieurs pays traversés, les réalités que j'ai vécues en Libye avant d'arriver. Et surtout aussi, une fois en Europe, cette désillusion, l'étonnement face à tout ça, j'ai décidé de rédiger mon récit, mon parcours, qui est devenu mon livre. Un livre, c'est quoi le nom du livre? Notre Soleil. Notre Soleil par les côtes du Maghreb. Et ce nom, c'est aussi
ce parcours que je relate tout au long et jusqu'à Bruxelles et les réalités aussi qui s'en suivent. Parce que je me dis qu'il faut un nouveau narratif. Il faut pas que nous laissons les gens raconter notre histoire. Il faut que nous décidons à rédiger, même si c'est difficile pour certains. Mais quand on écoute des deux côtés, en Afrique comme ici en Europe, ils prennent des bateaux facilement, ils viennent dans notre pays. Et de l'autre côté, nos frères qui prétendent qu'une fois en Europe, il y a un sac de trésors posé là, on fait la poche et puis la belle vie continue. Dans tous les deux sens, nous qui avons vécu des deux côtés, je me suis dit à nous de raconter notre histoire. Mais Fran, tu dis quelque chose qui est fondamental et ça tombe bien puisque tu as écrit un livre. Est-ce que le livre que tu as écrit, c'est pour dissuader les autres de venir? Est-ce que c'est pour faire comprendre aux autres personnes qui ne comprennent pas cette réalité ce qui se passe? Quel a été le but de ton livre? Je vais un peu plus loin. Quand mon livre est sorti, il y a beaucoup de nos frères africains qui m'ont traité d'égoïste et même qui prétendaient que les Européens me donnent de l'argent. Il y en a même qui disent que ouais, parce que maintenant tu es avec les Blancs, tu passes à la télé et puis tu as beaucoup d'argent, certainement tu baignes dans l'argent là-bas et puis tu essayes de faire l'hypocrisie derrière, nous dire qu'il ne faut pas venir, il ne faut pas venir. Mais souvent quand je reçois ces messages, je me dis quoi? Parce que mon but, c'est pas de décourager ni d'encourager quelqu'un. D'ailleurs, quand ça va ce soir, il n'y a pas meilleur endroit pour vivre que ce soir. Je le dis clairement. Parce que une fois qu'on quitte ce soir, il y a ce voile auquel l'on se retrouve jusqu'au pays d'arrivée. Et une fois là-bas aussi, ce voile-là continue. À moins qu'on ait la nationalité. Mais ce voile-là, même en étant même cette personne avec une carte d'identité du pays d'accueil. Donc, il y a tout ceci. Et donc, je me suis dit, si on a quitté notre pays pour venir, à partir de l'instant que on a quitté, il y a autre chose qui nous vient en tête. Cette chose-là, c'est d'abord conserver notre dignité et conserver aussi notre humanité. D'accord. Quel qu'en soit, quoi qu'il arrive. D'accord. Bachwa, il dit quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. Malgré tout ça, il faut conserver la dignité et l'humanité. Toi qui es une personne qui a vécu dans la diaspora, qui voit aussi des frères qui te ressemblent d'une certaine manière, lorsque ces gens sont récupérés dans l'océan, lorsque beaucoup perdent la vie, qu'est-ce que toi tu peux ressentir? Est-ce que tu penses qu'il y a toujours cette même perception que les gens ont de nous lorsque ce genre de choses arrive, puisqu'il évoque la notion de dignité? Après, moi, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que moi, je dis que nous, on est des enfants de migrants. Nos parents, ils ont quitté le pays pour plusieurs raisons. Ils sont venus ici, dans ce pays, il y en a beaucoup qui sont passés par les foyers, etc. Ils ont réussi à s'en sortir, et nous, on a fait ce qu'on a pu aussi par la suite. Donc moi, quand je vois ça, je vois vraiment le côté de la survie. Vous savez, quand on n'a pas vu la mort en face, c'est très difficile des fois d'en parler. Il y a beaucoup de personnes, en fait, le choix c'est mourir ou mourir. Donc ils n'ont plus rien à perdre, entre guillemets. Vous voyez, donc ils disent, bon, si je suis destiné à la mort, autant que j'essaye un peu de vivre ailleurs. Donc par rapport à ça, c'est très difficile de juger. Moi, je comprends tout à fait ce choix-là. Vous voyez, même s'il y a des risques, parce que moi je parle avec les gens qui sont au pays, c'est pas toujours facile. Après, c'est vrai qu'il est important de dire aux personnes que ce choix-là n'est pas évident et que ça peut très mal se passer. Et que des fois aussi, il vaut mieux rester. Il faut nuancer à ce niveau-là. Mais je pense pas une personne qui quitte chez soi et prend autant de risques, je ne pense pas qu'elle a pas de dignité. Il faut beaucoup de courage, justement, et il faut aussi une certaine forme de dignité, de résistance pour pouvoir se lancer dans un défi comme ça, quelque part. Fran, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partir, du coup? Alors, après mes études universitaires, j'ai d'abord postulé pour le campus France. J'ai aussi tenté d'y vivre aussi vers le Canada. En 2015, j'avais même reçu
Voilà, j'ai commencé la démarche, mais vu que j'étais dans un certain nombre de mouvements qui a été problématique pour moi, parce que voilà, j'étais avec un certain groupe de personnes. Voilà, on commence à être dérangeant pour un certain nombre de choses auxquelles je me dis que je me sens pas totalement prêt pour rentrer de fond en comble. Parce que même dans mon livre, je ne rentre pas en détail. Parce que je me dis toujours qu'il y a d'autres qui peuvent se retrouver en danger. C'est-à-dire, c'était un acte politique que tu mettais en place? Ça faisait partie, parce que depuis le bas âge, mes amis peut-être qui verront cette interview savent que depuis le collège, j'étais tout le temps à la tête d'un certain... Quand il s'agissait de dénoncer les détournements, les mauvaises pratiques dans le milieu scolaire, et souvent même la corruption dans le milieu scolaire, j'étais tout le temps contre ces choses-là. Ça a continué au lycée et à l'université. J'ai fait encore, voilà, j'ai mené toujours des grandes manifestations à ce niveau. Donc, ça commençait vraiment à être très très compliqué pour moi de vivre là. J'ai même pas terminé cette démarche pour aller vers le Canada. Et donc, je suis allé vers le Mali pour rencontrer ma maman. Et après, voilà. Tout au long, maintenant, j'explique pourquoi j'ai quitté jusqu'en Libye. Et comment je me suis retrouvé, d'ailleurs, dans ce réseau mafieux que j'explique de fond en comble aussi, dans le livre, comment je suis arrivé là et pourquoi j'ai fait la traversée. Sinon, mon vœu n'a jamais été de venir de la sorte vers l'Europe. C'est le cas de plusieurs migrants aussi avec qui j'ai souvent parlé. C'est pas parce qu'ils visent vraiment, il faut aller vers l'Europe. J'en connais plein. Ils voudraient aller soit au Maroc, en Algérie, pour pouvoir travailler, ne pas vivre comme un parasite de la société. Mais alors, Fran, tu quittes, je le rappelle que tu viens de la Guinée. Tu quittes la Guinée assez jeune. Et tu parles effectivement de ton parcours. Ce qui te motive de quitter la Guinée pour prendre autant de risques, est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, une raison économique? Ou c'est seulement les menaces potentielles que tu pouvais recevoir, tu vas pouvoir nous expliquer, mais comment on quitte son pays aussi jeune? Est-ce que c'est de l'ambition parce qu'on veut d'un monde meilleur, ou c'est surtout parce qu'on s'enfuit d'un mal qui nous poursuit? En fait, il y a plusieurs raisons. Pour mon cas, spécialement, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'il y avait un problème sur place avec un certain nombre de personnes que je ne souhaiterais pas citer ici, et on était en groupe, je n'étais pas seul. Et donc, il fallait aller, ne échapper à cela. Sinon, je le dis, même dans mon pays, j'arrivais quand même à joindre les bouts. J'arrivais à m'en sortir. J'arrivais à me débrouiller dans plusieurs métiers. C'est ce que je dis souvent. Même ici, le fait que je me suis battu pour arriver à un certain niveau aujourd'hui, pour garder bien sûr cette dignité-là, parce qu'on l'a quand on voyage. Mais arriver à un certain nombre d'endroits, on risque de perdre cette dignité si vraiment on ne la conserve pas, on ne se bat pas et puis on n'est pas dynamique aussi derrière. Donc, j'ai quitté et j'en connais plein aussi. En fait, le souci est qu'on essaye de mettre tout le monde dans un seul bateau, c'est-à-dire dans une seule boîte pour les juger. Il est vrai que certains de nos frères disent « Ouais, l'Europe, il y a tout là-bas, quand je vais, le peu que j'ai ici, je vais avoir plein. » Mais moi, je n'aime pas me mettre dans ce cadre général pour juger. Parce que je connais beaucoup de nos sœurs qui ont quitté notre pays parce qu'elles étaient forcées à se marier avec des gens qu'elles ne voudraient pas. Certaines des viols, certaines aussi à cause des maltraitances, ou bien parce qu'elles n'ont pas eu droit à la scolarité et plein d'autres choses qu'elles ont décidé de voyager. Cette liberté de voyager, c'est leur choix. On ne peut pas leur enlever. Et pour revenir à ma personne, si vraiment, je dis bien, si vraiment je n'avais pas eu, je ne me suis pas retrouvé dans ces problèmes-là, je n'aurais jamais quitté l'Afrique de la sorte. D'accord. Bachoua, sur une question qui pour moi est fondamentale. Quand en même temps on nous explique justement qu'il faut que la diaspora aille en Afrique, qu'elle fasse un certain nombre de choses, on nous évoque la notion du retour, et que de l'autre côté, on a justement le cas d'une personne comme Fran, mais il y en a beaucoup d'autres qui partent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette réalité? Je vais prendre un exemple. On a d'un côté les gens qui nous expliquent que la Côte d'Ivoire devient, entre guillemets, une sorte d'Eldorado pour les gens qui veulent rentrer, mais en même temps, on voit beaucoup d'Ivoiriens qui quittent leur pays et qui empruntent justement la Méditerranée.
Après, moi je pense que le monde, comme la tradition Congo a dit, il est multidimensionnel. Ça veut dire qu'on vit pas la même chose. Par exemple, au Congo, on dit qu'il y a du coltan et des richesses. Moi, quand je parle avec mon cousin, le coltan, il est très très loin de lui. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que on vit pas tous les mêmes réalités. Et faut jamais oublier que, comme il a dit tout à l'heure Fran, on part jamais par plaisir. Comme moi j'aime bien expliquer, si on prend la définition d'un migrant, je peux dire que Christophe Colomb, c'était un migrant. Il allait chercher une meilleure vie parce que c'était compliqué pour eux. Diego Cao, migrant. Il est venu au Congo, mais il n'est pas venu juste pour explorer, il est venu chercher certaines richesses, certaines ressources. Mais maintenant, une personne qui est à l'aise, elle n'aura pas le besoin forcément de partir. Donc on vit pas forcément dans le même... On aime bien diviser le monde des fois de manière, on va dire, binaire. C'est-à-dire que soit c'est tout noir, soit c'est tout blanc. C'est pas exactement comme ça. Ça veut dire que, ok, il y a des personnes qui vont rentrer en Afrique, et il y a des personnes aussi qui partiront. Ça dépend de la réalité que tu vis, finalement. Donc il faut savoir avoir une certaine forme de tolérance, de respect, de compréhension. C'est-à-dire si toi, tu as réussi à retourner en Afrique, ça s'est bien passé, tant mieux pour toi. Mais il faut pas forcément juger la personne qui, elle, n'a pas forcément eu les possibilités de rentrer, ou juger la personne qui, elle, veut quitter le continent. Après, le but, c'est vrai que, moi, tant qu'un Africain il rentre sur le continent, c'est toujours bien. Mais il faut savoir qu'on n'est pas tous dans la même réalité. Et ça, c'est important de le savoir. Alors, il y a quelque chose. Tu as évoqué la migration. Mais il y a le prix de la migration. Tu as évoqué Diego Cao. Diego Cao, avant de partir, d'abord, il a besoin de financement. Il a besoin d'un certain nombre de moyens. Il va en équipe. Et donc, ça veut dire qu'il essaie d'apprendre de ce qui se passe du terrain. Aujourd'hui, on a énormément de frères qui se retrouvent, justement, esclaves en Libye. Je ne sais pas si, Fran, toi, tu as eu une expérience de la Libye où tu en as entendu parler. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent jusqu'à être esclaves dans des pays parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'y passait? Tu l'as évoqué dans ton livre, effectivement, ce passage en Libye. Oui, je voudrais d'abord réagir dans le même sens que Bastois par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est très important. En fait, il y a bien sûr la question de Christophe Colomb. On est, en quelque sorte, on est tous des migrants. Alors, si nous parlons d'eux, on est tous des migrants. Parce que nous venons d'un endroit à un autre. Et je me dis quoi? Personne, je dis bien, personne ne quitte un endroit quand tout va bien. Mais je dis bien, tout va bien. On quitte pour cette raison. Sécurité, pour trouver sécurité devant, et aussi pouvoir travailler. Parce que on envoie, et qui dit pouvoir travailler, c'est transférer ses potentiels, ses valeurs, sa culture vers le pays d'accueil. C'est ce que beaucoup nombre d'Européens, c'est-à-dire de personnes qui vivent en Occident, oublient de nous. C'est qu'on exporte plein de choses pour mettre à leur disposition. Il est vrai qu'il y en a qui veulent aller en Afrique. Certains, moi, quand je suis venu, d'aucuns vont penser que Bruxelles, c'était terminus. Mais à un moment donné, quand je vivais sans papier, sans abri, dans les rues de Bruxelles, j'ai voulu partir vers l'Angleterre. Pour d'autres raisons, comme tant de migrants que vous voyez souvent en France, ici, en Belgique, dans beaucoup d'autres pays, qui veulent aller dans un autre pays. Parce que il y a, c'est-à-dire le pays d'accueil est devenu un danger pour eux. Ils ne se retrouvent pas en sécurité. La sécurité ne veut pas forcément dire je vais gagner des milliards, des millions. J'ai parlé avec plein de gens comme ça. Et je suis d'accord avec eux, parce que moi-même, quand je vivais sans papier, sans abri, dans les rues, il y en a qui nous prenaient des fois pour aller travailler. Ce qu'on nous donnait comme... des fois, on ne nous payait même pas. On dit, si vous ne quittez pas, on appelle la police. C'était de l'exploitation, les mots qui continuent. Et des fois, notamment les gens qui viennent vous chercher pour aller vous proposer des choses, mais inhumaines. Ça se passe ici. Et souvent, quand je vois beaucoup d'Européens maintenant regarder loin, ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas chez nous, mais il y a plein de choses. Donc, pour revenir par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que il faut comprendre aussi que, en tant que migrants, nous avons un certain nombre de propositions ou bien d'idées partout où nous partons. Et c'est là, c'est à nous de les imposer par nos manières, par nos façons de faire. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Oui, quand tu dis, on a des propositions et des idées, et c'est à nous. Tu peux développer? C'est-à-dire que chaque migrant qui voyage, il a des parents,
Il a de la famille. Certains même sont des pères de famille. Certains, ils sont issus de quelque chose. C'est pas ce qu'on appelle ici parce qu'ils ont voyagé, c'est une table rase derrière. C'est pour retrouver quelque chose partout où ils vont. Mais cela ne voudrait pas dire qu'une fois là-bas, qu'ils ont tout laissé et puis ça finit là-bas. Il y a une cause derrière. Oui, mais est-ce que le désespoir ne leur pousse pas finalement à ne pas penser au danger parce qu'il y a des gens quand même qui vont traverser la Méditerranée. Ils ne savent pas comment. Ils savent que les gens meurent tout le temps, mais ils prennent quand même le risque. Est-ce qu'à un moment donné, ils sont pas influencés par le désespoir et l'illusion qu'ils se sont fait, puisque tu expliques une réalité du fait que même en Occident, finalement, vous avez été quand même maltraités. Est-ce que c'est pas cette illusion qu'ils se sont fait accompagnés du désespoir qu'ils avaient déjà de l'environnement où ils étaient, qui les influence tellement qu'ils ne pensent plus au danger de perdre la vie? Il y a quand même énormément de personnes qui perdent la vie sur ce chemin. Oui, mais il y a une machine aussi, une machine mafieuse tout au long de la route. Moi, mon cas, personnellement, je voudrais aller vers l'Algérie. Mais après le Mali, le Burkina, le Niger, je suis tombé dans ce réseau mafieux-là, qui a ses ramifications jusqu'en Europe. Alors, explique-nous. Une fois que vous tombez dedans. Explique-nous bien ton parcours pour qu'on essaie de comprendre. Tu as quitté d'où pour aller où? La Guinée, le Mali. D'accord. Du Mali, je suis allé au Niger. Pourquoi tu n'es pas resté au Mali? Au Mali, j'étais auprès de ma maman. J'étais parti. Le voyage n'était pas décidé jusqu'à ce niveau. D'accord. C'est après avoir quitté ma maman et que la Guinée et le Mali, ça reste les mêmes réalités. Okay. Surtout en matière, surtout Bamako. Et là, la réalité n'était plus de groupe de personnes qui te suivaient, elle était plutôt économique. Non, c'était plus comment pouvoir être en sécurité dans un pays. Et le Mali, je n'avais personne. Ma maman était là juste pour un temps pour se retourner. Parce que jusqu'à maintenant, elle continue à faire ses petites ventes là-bas. Elle part faire son commerce et puis elle se retourne. Et ça veut dire que donc l'idée, c'était d'arriver en Occident pour avoir une sécurité que tu ne pouvais pas avoir au Mali? Non, pas arriver en Occident, je dis bien. Mais alors, aller dans un pays, c'était l'Algérie. L'Algérie. Donc ton objectif, c'était l'Algérie? Algérie. Ok, donc après le Mali, tu vas où? Après l'Algérie, et après la Guinée, et le Mali, l'Algérie. Parce que mon but, c'était quoi? Étant ingénieur technologue en industrie agroalimentaire, il ne faut pas que je reste au Mali, je ne peux pas travailler. Mon étude serait rien. Il fallait aller dans un pays où je pouvais travailler. Et là, j'avais des amis qui m'ont appelé, oui, si tu viens ici, tu pourrais travailler. Alors, tu as passé combien de temps au Mali? Au Mali, j'ai passé 3 semaines, 2 semaines avec la maman, et puis après, je suis parti à Bamako. Alors, pour que j'essaie de comprendre, si tu quittes la Guinée à 19 ans, comment est-ce que tu fais pour être ingénieur technologue à 19 ans, pour être ingénieur technologue comme tu le voulais en Algérie? Tu n'as pas commencé les études d'ingénierie à 16 ans. Attendez. J'ai eu la chance, j'ai su de la promotion 2018-2019. Oui. Mes amis, peut-être, quand ils vont regarder, ils vont voir. J'ai eu la chance, j'étais parmi ces enfants qui étaient très intelligents à l'école. Dans mon quartier, on me connaît. En 2002-2003, j'ai fait l'examen d'entrée en 7e. Et c'est l'année à laquelle où j'ai été premier de la commune de Matoto. Et j'ai représenté toutes les écoles publiques de la Guinée. Donc une future élite de la Guinée. Donc, oui, qui, à cause des réalités de son pays, est obligée de partir. Et après, au collège, j'étais toujours premier de ma classe jusqu'au lycée. Tous mes amis me connaissent pour ça. J'ai été premier. C'est à l'université où j'ai commencé un peu à suivre ça. Il y a des causes par rapport à cela. Alors, juste avant que l'on continue dans le parcours, puisque je vois Bachoua réagir. Il faut compter. 2002-2003, je rentrais déjà en... On va continuer sur le parcours, mais j'entends Bachoua réagir justement. Qu'est-ce que ça te dit quand tu vois des personnes avec ce genre de parcours qu'on évoque, qui pouvaient être justement des élites de demain de l'Afrique, qui partent à cause d'un certain nombre de difficultés, d'un certain nombre de réalités? Est-ce que l'Afrique va pouvoir à un moment donné aussi se relever si toutes ces élites partent? Il y en a qui partent justement par le processus de Campus France, qui vont étudier ailleurs et qui ne rentrent pas, mais on a aussi les cas des personnes comme Fran qui partent aussi. Après, ce que je tiens à préciser quand même, c'est que la plupart des migrations, elles sont intra-africaines, en majorité. Ça veut dire qu'en fait, que les migrants vont à fond vers l'Europe, ça c'est pas vrai. Il y a beaucoup de... Et c'est pour ça que quand elle a parlé de l'Algérie, ça a mis ce côté-là en avant. Ça, je tiens juste à le préciser. C'est important. Voilà, premier élément. Deuxième élément, comme tu as dit, malheureusement, on n'a pas les conditions. La jeunesse de la diaspora, en majorité en Afrique, elle est complètement livrée à son propre sort. Elle est complètement abandonnée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là j'ai vu même dans un documentaire, il y a ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, où on commence à recruter des médecins africains,
qui travaillent dans les hôpitaux au Canada, en Occident, qui sont moins bien payés, mais qui préfèrent venir ici pour travailler, parce que nos États ne sont pas, pour l'instant du moins, en mesure de fournir du travail aux gens. Donc il y a une réalité économique derrière. Ça, je tiens toujours à rappeler ce côté-là. On le fait pas par plaisir. On oublie peut-être que déjà à la base des bases, c'est les Africains qui ont quitté l'Afrique, qui ont peuplé le monde entier. C'est des Africains qui vivaient en Europe. Aujourd'hui, ça a été scientifiquement prouvé. Et il y a eu des migrations de l'Asie, leucodermes, qui sont venus du lac Baïkal, du Caucase, pour venir migrer et envahir en Europe. C'est ça l'histoire. Ça veut dire que quand on a des problèmes d'un côté, on cherche une vie meilleure. Donc il faut dire la vérité. Et ça, c'est un fait. Nos pays aujourd'hui en Afrique ne prennent pas soin de leur jeunesse. C'est-à-dire pour moi, comment tu veux envisager un avenir pour un continent si tu ne prends pas soin de sa jeunesse? Pour moi, c'est pas crédible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et lui, il représente aussi cette jeunesse-là. Il y a des gens brillants qui ont des diplômes, qui ont des capacités, mais des ingénieurs, des médecins. Par exemple, lui, il est ingénieur, c'est incroyable quand même. Donc c'est une personne qui est qualifiée, qui aurait bien aimé rester chez lui pour travailler. Donc ça met aussi en avant, quelque part, l'incompétence aussi de beaucoup de nos États, malheureusement. Justement. Ouais. Là, ça évoque une certaine réalité. Pour ton cas, justement, tu pars parce que tu veux une vie meilleure, mais parce que tu as des compétences. Tu pars pas comme une personne qui n'a pas de compétences, mais pour revenir, tu arrives au Mali, donc tu quittes le Mali pour arriver en Algérie. Non, pas en Algérie directement. Alors, c'est là où il y a eu de soucis, au Mali même. Oui. Parce que je voudrais aller vers l'Azawad, le nord Mali. Ok. Pour aller, c'est un raccourci qui me permettrait, qui pouvait, voilà, m'éviter trop de dépenses. Et en plus, c'est un chemin que je connaissais parce que j'avais l'habitude de venir au Mali de temps en temps pour travailler, pour aller payer mes propres scolarités. J'étais toujours cet enfant rebelle qui voulait vivre de ce qu'il gagne, de la sueur de son front. J'ai été toujours comme ça. Pas parce que les parents ne pouvaient pas, mais je voudrais tout simplement être indépendant financièrement. Et donc, de là, je voudrais passer, mais on m'a renseigné qu'il y a les djihadistes, le MNLA, il y avait aussi le Anchardine et tous ces mouvements qui recrutaient de force les jeunes qui ont un certain niveau d'études. Okay. Et donc, cette route-là a été bloquée. En 2000, je parle bien de 2016. Okay. Et là, je suis passé vers le Niger. Vers le Niger. D'abord le Burkina, Niger. Et au Niger, je suis arrivé à Agadez. Et Agadez, c'est une ville frontalière qui permet d'aller vers l'Algérie et la Libye. Donc tu as fait Guinée. Mais sauf que, Guinée, Mali, Burkina, Niger, Algérie. Non. Ah, c'est ce que je dis. Oui, je cite son trajet. Si je partais en Algérie, on n'allait pas être là aujourd'hui. Parce que j'avais... La destination finale, c'était l'Algérie, mais à cause de ce cercle, justement, c'était compliqué. C'est justement là le souci, c'est que c'est ça où tu dis... Je suis tombé dans le réseau mafieux. Ok, donc est-ce que tu peux poursuivre du coup Je suis tombé dans le réseau mafieux à partir du Niger, dans la ville d'Agadez. Et ce réseau mafieux, avec les migrants deviennent le gain facile. Bien sûr. C'est-à-dire, plus ils nous exploitent, plus ils gagnent plus. Ce gain facile-là, pour continuer à faire fonctionner cette machine mafieuse, il faut un chemin. Et le chemin qui s'ouvre, vraiment la voie qui est grande pour eux, c'est continuer vers la Libye. J'ai jamais décidé. Si je dis que je ne connaissais pas ce qui se passe en Libye, j'aurais menti. Je savais ce qui se passe en Libye. Bien sûr, j'ai été quand même étonné, parce qu'il y a ce qu'on appelle, on vous apprend l'histoire, vous voyez les images, mais vivre même, c'est pourquoi mon ami me pinçait souvent. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, est-ce qu'on n'est pas en train de dormir? Et là, quand moi je lui pince comme ça, il dit, ah, tu me fais, je dis, on n'est pas en train de dormir. On est en train de vivre la réalité. Il dit, parce que tout ce on nous a expliqué de l'esclavagisme, de la torture, de la séquestration, l'humain contre l'humain, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je dis, bien sûr. Au 21e, j'ai dit oui, mon ami, il est en Allemagne. Donc, voilà un peu, c'est comme ça, je suis tombé dans ce réseau on a fait la traversée du désert. Et là, on nous a vendu à Saba, la première ville. Et de Saba, Ben Walid aussi, on nous a vendu là-bas. C'est qu'au fur et à mesure, et de là aussi, on nous a vendu à Tripoli. Là, on a fui pour un premier temps. Donc, c'est comme ça que je suis allé jusqu'à Zaouïa. Et de Zaouïa, j'ai fait une première tentative de traversée, deuxième, troisième. Deuxième, d'abord, on s'est retrouvé dans la prison. Et troisième, maintenant, j'ai décidé, parce que si le retour est catastrophique, si
le seul moyen de se retourner, c'est de passer par l'ambassade. Mais l'ambassade, notre consulat à l'époque, ils étaient les plus véreux. Mais 100%. Je vous dis pourquoi. Pourquoi? Quand on vous met en prison, ou bien vous êtes kidnappé, vous êtes vendu, ces gens-là demandent de l'argent. Un Libyen ne peut jamais demander de l'argent à un Africain venant du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Sénégal. Ils ne savent même pas. Mais c'est nos frères africains. Certains travaillent à l'ambassade. Quand le Libyen lui demande 1000 dinars, c'est ce frère-là qui vient souvent même du même pays que la personne. Quand le Libyen demande 1000 dinars, lui, il va demander à tes parents là-bas 6000 dinars. Donc, vous partez même vers l'ambassade, c'est la même chose. Des fois, les gens, on dit, confiez-vous à l'ambassade. Mais l'argent, quand vous sortez, l'argent qu'on a demandé à vos parents là-bas, mais c'est énorme. Et ils disent, non, les frais d'envoi, il faut faire ceci jusqu'à ce que ça arrive. C'est pas vrai. Vous découvrez l'histoire, c'est quand vous arrivez. Donc, c'est pourquoi il n'y avait aucun ici. Si vous voulez vous retourner, avec tout ce que vous avez vécu en venant jusque-là, c'est comme ça beaucoup de gens décident de traverser. Et c'est comme ça que j'ai décidé de traverser. En fait, ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, là, tu dépeins ta réalité qui est une réalité, parce que souvent, en tout cas sur les plateaux des funérailles des tabous, on parle des conséquences de l'esclavage. Et là, tu dis que aujourd'hui, en tout cas à l'époque, et de toute façon on le sait, à ce jour aussi, ça existe toujours, l'esclavage. Mais toi, tu dis que je ne veux pas qu'on fasse des généralités. Tu l'as subi, tu parles quand même tu dis nos frères ont fait ci, ont fait ça, mais quand même tu dis il faut pas généraliser. Tu peux un peu plus développer parce que souvent on va dire ce sont nos frères les traîtres. Mais en même temps, tu dis, attention, c'est ceux qui font ces actions-là qui sont mauvais, mais ne généralisez pas tout. Merci d'avoir précisé. D'ailleurs, dans mon deuxième livre, c'est ce que j'essaye d'expliquer de fond en comble, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en Libye, principalement. Je dis toujours, il ne faut jamais généraliser. C'est, d'abord, ce système mafieux est détenu par un certain nombre de personnes, une petite minorité parmi la population libyenne. Certains me vont dire, ah oui, c'est les Arabes. J'ai vu mon dernier passage, j'ai vu des gens qui mettent en bas, ah oui, c'est les musulmans, c'est les Arabes. Mais je suis contre ça. Moi, je suis en contact avec beaucoup de Libyens. D'ailleurs, celui qui m'a fait traverser, sa maman, non, elle est d'une bonté, mais énorme. La seule fois que j'ai vu la force d'une femme, on nous a mis dans un bus, on nous envoyait c'est-à-dire de Ben Walid à Saba, dans une prison détenue par des bandits. Il y a une dame, elle a garé, elle seule. Il y avait des bandits, elles étaient au nombre de 20 et quelques, avec des kalachnikovs. La dame elle est partie barrer ces camions-là devant. Elle a sorti son revolver. Elle dit, si vous ne leur descendez pas, je vous tue tous. Après, je me tue. Après, elle dit à nous tous, barra, ça dit qu'on s'enfuit. On a cassé les vitres, chacun, on a pris le désert. Cette dame-là, bon, imaginez le risque qu'elle a pris. Il pouvait tout simplement, avec les camions, passer sur... Donc, c'est pour dire que ce soit entre nous, Africains, il ne faut pas qu'on dise, ah oui, ce sont les Maliens qui sont comme ça, ce sont les Burkinabés qui sont comme ça. Moi, je suis contre ces mots. C'est comme les gens qui disent, ah oui, c'est les Arabes, les Dudeurs, ah oui, les Noirs. Non. Je dis bien, même à l'ambassade de la Guinée, là-bas, il y avait des gens qui faisaient du bien. Mais c'est que c'est un réseau mafieux. Toute personne qui veut gagner, c'est-à-dire de l'argent facilement, l'hypocrisie, en fait, le fainéantisme, ce qu'on appelle vivre dans le paradis, tout n'a pas de couleur. Il y en a parmi les Blancs, parmi les Noirs, parmi les Arabes, parmi les musulmans, une personne qui est hypocrite, mais quelle qu'en soit sa religion, quelle qu'en soit son appartenance, il reste. Et ça n'a rien à voir que c'est toute une entité donnée. Il faut vraiment qu'on sache faire cette différence. Très fort. Tu évoquais quelque chose où tu as basculé de prison en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, tu as dû payer pour qu'on te sorte et qu'on t'arrête, ou c'était des transferts de prison pour qu'on comprenne exactement? D'abord, il y a beaucoup de gens qui mouraient dans ces prisons-là parce qu'ils n'avaient pas de gens. Je voudrais vraiment rappeler ça parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un au pays qui pouvait payer leur argent. Il y en a même qui étaient sortis. Quand on appelait leurs parents, votre enfant, il dit non, moi, mon fils n'est pas là-bas. Mon fils, c'est parce qu'en quittant, on ne pouvait pas tous dire à nos parents, oui, on part pour ça. Moi, personne, je n'ai pas pu dire à ma maman. Donc, quiconque demandait à ma maman que je suis en Libye, elle a dit, mais c'est faux, je connais mon fils.
il n'ira jamais là-bas. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens sont morts dans le désert. C'est pourquoi quand je vois souvent, on donne un nombre sur le nombre de personnes mortes en cause, je dis, ben, c'est n'importe quoi. Nous, on a enterré plein de gens dans le désert avant d'arriver en Libye. Donc, pour l'argent, souvent, quand je vais pour des animations, les gens nous posent la question, mais vous dépensez plus de 7 000 € pour venir. Moi, si j'avais même 1 000 €, je dis bien même 1 000 €, et que je me retrouvais dans ce danger-là, c'est pas la raison qui fait que je vais prendre les 1 000 € là pour partir. C'est pas la raison. Et en plus, même si vous avez 10 000 €, une fois à Agadez, il y a une fouille méticuleuse là-bas. D'ailleurs, dans le livre, je signale, on appelle Sedan Open. Mais c'est catastrophique. Pourquoi je n'aime pas beaucoup rentrer de fond en comble par rapport à cette scène-là? Parce qu'il y avait une fillette parmi nous. Ils ont porté les gants. Et ils ont fait des choses avec la fille pour juste chercher euro, c'est-à-dire la monnaie européenne et le dollar. Parce que pour les Libyens, pour ces mafieux-là, attention, pas les Libyens, pour ces mafieux-là, c'est de l'or. Donc, il faut aller leur fouiller jusqu'au fond. C'est-à-dire dans toutes les cavités humaines. Imaginez des personnes avancées en âge, des fillettes, avec les gants qu'on utilisait pour leur fouiller. Et là-bas, c'est la fouille méticuleuse, on va tout prendre avec vous. Donc, quand on parle d'affaires d'argent, alors, à partir de là, les gens sont dépourvus. Ils n'ont rien. Pourquoi, alors, dans ces cas-là, c'est une question. Moi, d'ici, je me dis, pourquoi utiliser ton argent pour... là, du coup, tu disais que tu voulais aller en Algérie. Mais en général, on se dit, mais au lieu de payer des passeurs ou, je sais pas, après, effectivement, tu parlais de tout un système qui amène, en tout cas, dans un autre endroit en Afrique ou en Europe, pourquoi ne pas créer un petit commerce ou quelque chose là où, par exemple, en Guinée, de toi-même créer au lieu de le chercher ailleurs? Oui, ce qu'elle veut dire, parce que toi, dans ton cas en Guinée, effectivement, tu as évoqué la notion de menace, mais il y a beaucoup de personnes qui partent aussi pour des raisons économiques. C'est-à-dire que pour créer un business, ces personnes n'ont pas forcément l'argent, mais dès qu'on dit que finalement il faut partir, ils arrivent à avoir parfois même de l'argent en millions de francs guinéens ou de francs CFA pour d'autres pays. Pour la petite anecdote, récemment, le mois de juin passé, je suis allé au Maroc. J'ai rencontré des gens qui sont prêts à traverser. Certains qui travaillent là. Je connais un ami, il s'appelle Damis, on a étudié ensemble à l'université. Il s'est fait un bon métier. Il a appris, déjà il est ingénieur, mais il a appris encore un autre métier là-bas, la pâtisserie. Mais il a une main magique dans ce travail. Et quand je suis arrivé, j'étais logé chez lui. Des fois, je parlais avec beaucoup d'autres migrants que je rencontrais. Mais il faut pas jouer sur la maquette, oui, je vais leur décourager de venir. Déjà, en me regardant et tous ceux qui sont, malgré que je faisais au mieux pour être au même pied d'égalité qu'eux, pour ne pas qu'ils se sentent vraiment, ouais, quelqu'un qui... Je lui ai dit, man, pourquoi tu es là jusqu'à présent? Et il dit, mais man, le Maroc, c'est mon pays maintenant. J'ai un métier, je travaille. Je n'ai plus besoin d'Europe. J'ai dit, je ne parle pas de l'Europe, je parle de la Guinée. Ce métier que tu as, beaucoup de gens n'ont pas cette chance-là. C'est plus que l'ingénierie. Il dit, oui, mais... Et c'est ça, je veux aussi vous dire. Il y a beaucoup de gens, ils sont trompés. On est sur un plateau avec des frères. Il faut se dire la vérité. Certains sont trompés par ces images. Lesquelles? Les images qu'on envoie de là-bas. Ouais, ça c'est vrai. Il y a beaucoup de mensonges à ce niveau-là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les images de la Je prends un exemple. Oui. Moi, j'étais un jour sans papier, sans abri. On vivait dans le tunnel de la gare centrale. On était là la nuit, en train de parler. Paf, il y a un pote. Il a reçu un appel en Afrique. Je vous dis, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à son ami, passe-moi ta veste, elle est propre. On dormait tous dehors. Hein. Oui. Il a porté, il s'est mis dans un bon coin où il y a des trucs. Ben oui, ça c'est... Oui. Ah non, mais ça Après, c'est il vrai. a commencé à prendre la photo comme ça. Il a mis directement, lui-même il a mis sur la vidéo, il dit, ouais man, on est là, je viens du boulot comme ça, je suis trop fatigué. Oui, ça, il y en a beaucoup, Je suis oui. dans mon salon, mais bon, voilà. Oui. J'avais mon petit carnet. Après, il a dit, Fran,
Je te connais. Surtout, n'écris pas ça. Et si tu l'écris, ne parle pas de moi. Après, je l'ai dit, mais frère, c'est que je n'écris pas ce que vous venez de faire, mais j'écris plutôt l'image que tu envoies, que nous allons envoyer à ceux qui sont en Afrique. Mais c'est pas une pression. Oui, mais frère, on ne peut pas quand même leur dire qu'on vit dans la misère. Et même si quand tu leur dis ça, ils vont dire, mais il faut te retourner alors. Si ça ne va pas là-bas, il faut te retourner. Mais est-ce que se retourner aussi facilement avec tout ce qu'on a vécu, man, est-ce que c'est possible? Je dis, je te comprends, je ne te juge pas, mais soyons sincères à la réalité. Moi, Si je suis l'image d'accord, qu'on hein. envoie, ça doit être sincère. Il faut dire le côté auquel tu peux vraiment pas t'exposer, mais il faut quand même dire la réalité ici, ce qui se passe. Parce Bachoua, que tu n'es pas d'accord? Non, moi, Si, ce que je vais d'accord. expliquer, justement, il faut expliquer ça à nos frères qui sont restés là-bas, parce que moi, quand je vois certaines personnes qui migrent, dans quelles conditions elles vivent ici, des fois, je me dis, bon, est-ce que c'est forcément mieux que ce qu'ils vivaient en Afrique? Et moi, certaines personnes avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit, moi, je connais des personnes qui sont ici, qui ont migré ici, qui ont dit, si je savais, je serais pas parti. Parce qu'il est vrai que dans le continent, il y a aussi des opportunités. Il faut savoir nuancer et dire la vérité aux gens. Il n'y aura pas 10 000 Fran Kourouma, il n'y en aura pas 10 000. C'est pas tout le monde qui va se retrouver sur YouTube, sur Internet, qui aura cette chance-là. Vous voyez, donc c'est aussi à nous de dire la réalité aussi aux gens. Voilà, c'est-à-dire que des fois, même au pays, quand les personnes vous appellent, si t'as, si t'as pas, bah j'ai pas. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup l'image. Vous voyez, donc il y a beaucoup de personnes aussi, il faut pas se mentir, c'est pas que la fin. Ils voient des choses, ils se font des films, et après, des fois, même, ça fait des conflits familiaux. Nous, on a beaucoup vécu ça. Où des fois, ceux du pays, ils en veulent à ceux qui sont ici, parce qu'ils disent, oh, vous êtes blindés, vous ne nous envoyez pas d'argent. Mais les gens ici, ils souffrent. Il y en a qui touchent le RSA, il y en a qui ont des factures énormes. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même rétablir. Tu vois, et ça va permettre aussi aux gens d'envisager aussi. Parce que comment avoir l'inspiration, comment avoir des idées si tu regardes pas dans le bon sens? Bon, je vais pas dire le bon sens, mais si tu regardes pas vers l'Afrique, ça va être dur de trouver des idées par rapport à l'Afrique aussi. Donc il est important aussi de rappeler ce côté-là, et je suis content que tu parles de ça. Et c'est important de rappeler ça aux gens. Après, il n'y a pas une pression aussi de se dire qu'on a traversé tout ça, qu'on arrive et que finalement, retourner, il n'y a pas une pression, une honte un peu, de dire finalement, je suis pas quelque part, j'ai pas réussi en Europe, et c'est pour ça qu'ils font semblant. Parce que ça, c'est un classique quand on voit des personnes qui viennent d'arriver et qui sont en situation irrégulière, ils vont se prendre en photo avec ou la Tour Eiffel ou dans un endroit dans le métro pour montrer qu'ils ont une vie active ici. Mais le contraire, est-ce qu'il n'y a pas une pression après familiale derrière qui dit que, oh, franchement, c'est pas honteux de ne pas avoir ce genre de train de vie dans ces cas-là? C'est tout à fait aussi une sorte de tabou aussi qu'on essaye d'implanter deux fois au niveau même des parents. Parce que supposons qu'il y a deux coépouses, moi mon fils est parti, oui. Et donc on veut toujours montrer que mon fils est mieux que vos enfants, est mieux que les voisines. Il y a ce côté-là. Et si, il y en a même, j'en connais certains parents, des fois on dit, frère, il ne faut pas dire ça devant les Européens, mais il faut se dire la vérité, qui disent souvent à leurs enfants, mieux vaut de mourir là-bas que de se retourner, parce que cette honte-là, je vais mourir. Donc la honte tue plus que la pauvreté finalement. Donc, c'est que moi je n'irai pas, j'en connais des gens qui ne sont pas pauvres, hein. C'est pas parce que leur fils va se retourner, mais le fait d'imaginer que mon fils est mieux que le fils de tel, déjà, ça leur fait déjà quelque chose de fierté, d'une grande fierté. Fatou Diom a écrit un livre sur ça en disant justement celle qui patiente. Elle prend l'exemple justement de deux coépouses, un qui part et celui qui reste. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu as dit que dans les prisons, vous avez même enterré des corps, avant de traverser. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les nombres, les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui, tu penses que c'est x2, x3? Qu'est-ce que toi tu as vécu? Est-ce que tu as vu des enfants, des femmes? Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça? Comme je vous ai dit, la torture commence dès Agadez. Ça, c'est au Niger. Et c'est là où même il y a des gens ceux qui refusent de respecter. Il y en a qui se révoltent. Certains sont bastonnés à sang. Et d'autres tombent même quand la voiture roule, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi les chauffeurs qui conduisent les gens ont peur qu'ils soient arrêtés, c'est-à-dire par les rois du désert. Il y a des bandits sur le désert qu'on appelle les rois du désert et qui aussi souvent détournent les convois, laissent les migrants et puis
partent avec la voiture. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Et nous-mêmes, on a trouvé plein de corps qu'on a enterrés. On a juste creusé le sable et puis on a mis dans des fosses communes. Donc, il y a plein de gens. Et arrivé en Libye, j'ai passé dans plusieurs... Mais mes références, vu que je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas de repères, c'était... Le mois de Carême m'a trouvé en prison en 2016. Et le mois de la fête de Ramadan m'a trouvé en prison aussi. La fête du Tabaski m'a trouvé en prison de Zaouia. Mais qu'est-ce qui se passe? Les pratiques ignobles, les pratiques inhumaines qui se passent dans ces prisons-là, c'est que les prisons aussi qui sont protégées par l'Union européenne, c'est-à-dire les geôliers qui sont là-bas sont payés par l'Union européenne, qui sont censés, c'est-à-dire les gardes côtiers qui récupèrent les pirogues dans la mer, qui débarquent c'est-à-dire sur les larges libyens et qui mettent les prisons, les migrants dans les prisons, qui est protégée par l'Union européenne. Et c'est dans ces prisons-là où j'ai découvert les plus grands convois sont préparés là-bas. Quand vous entendez 300 morts, 300 personnes, ce n'est pas les passeurs qui peuvent se permettre de faire ces convois-là. Hein. Ils n'ont même pas les moyens. C'est dans ces prisons-là, protégées par l'armée, qui est censée arrêter les gens. C'est dans ces prisons que les gens là préparent leur propre convoi. Les migrants payent avec eux. Ils cortègent les migrants jusqu'à dans les eaux internationales. Mais ils ne portent pas Gilet. non, ils portent Uniforme. pas les uniformes pour éviter D'être reconnus. de s'identifier. Parce qu'ils voient toujours les drones. Et moi, je me dis, les drones sont là pourquoi? Souvent même, je me pose la question, c'est pour surveiller les poissons. Parce que si les drones sont là, c'est qu'il y a quelqu'un qui regarde. Mais oui. Donc, il faut attendre, il faut prendre des photos pour faire le grand buzz. Ouais, il meurt. Et donc, dans ces mêmes prisons, ceux qui refusent de payer avec eux, ils vous vendent aussi à d'autres personnes. Comme ça, nous, on a été vendus. Ils vous vendent aux gens qui viennent vous chercher dans la prison là-bas pour aller travailler pour eux. Des fois, 3 mois, 6 mois, ça dépend. Travailler où? C'est Dans les chantiers, Ok. dans les champs. Et ça, je suis d'accord. Parce que même si tu vois dans le 93, à Saint-Denis, si tu voyais même quand il y a beaucoup de chantiers, c'est beaucoup des personnes qui sont sans papier, c'est beaucoup de migrants qui jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des événements, quand il y a des grands chantiers, et ça c'est vrai, on les retrouve souvent. Et moi, ce qui me fait de la peine, qui me fait vraiment, vraiment mal dans ce que tu dis, c'est qu'en vrai, ça c'est de la main-d'œuvre pour notre continent. On manque de nourriture sur le continent africain, mais on a des terres arables. On a tout à construire, on a une jeunesse dynamique avec laquelle on pourrait faire des choses. Aujourd'hui, en Occident, même en Asie, il y a ce qu'on appelle le réarmement démographique. Au Japon, ils font plus d'enfants. Ils sont en train de se bagarrer pour avoir de la main-d'œuvre. Pendant que nous, on est en train de la perdre dans la mer. Mais il y a une guerre aussi qui est médiatique sur ça, parce qu'elle a dit, tu vois, quand tu vois 300 personnes comme ça, on ne montre pas déjà, pourquoi ces personnes partent, et on montre pas aussi toutes les personnes aussi qui restent sur le continent, et on est en train de se faire détruire médiatiquement. On a une image qui est complètement faussée aussi de ce qui se passe. Et c'est sur ça, on a ce devoir-là, je pense, les funérailles des tabous, les médias aussi, de remettre quand même les pendules à l'heure pour déjà les personnes en Europe, la diaspora, et pour les gens aussi du continent. Parce que finalement, c'est l'image qui va influencer les choix, finalement. Il y a quelque chose qui est fondamental dans ce que tu décris, Fran. Dans les années 1700, 1800, les gens venaient et choisissaient en fonction de la morphologie. On imaginait qu'une personne avait une capacité physique, on achetait. Est-ce que c'était à peu près la même réalité que toi tu as vécu à cette époque-là, quand tu dis qu'on vous achetait pour aller travailler dans des chantiers? Est-ce qu'on vous choisissait finalement pour les mêmes critères? Moi, d'ailleurs, on n'a jamais voulu m'acheter. Hein, parce que j'étais trop petit. Comme on le dit, il fallait que. Et j'étais très malade. Je tremblais. Et il y avait des boutons sur moi. Et je portais aussi un petit sous-vêtement, mais très, très sale. Donc, à chaque fois qu'il venait, il me regardait. Mais des fois, ils me disaient, allez, Barra, c'est que de quitter devant eux, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi? Mais j'ai un ami, Barry, il est colosse et c'est un beau gosse. D'ailleurs, il a été mannequin de toute la Guinée en 2012. C'est un beau gosse. Sa malchance dans cette situation-là, lui, quoi. J'ai eu la chance. Et ce qui m'a beaucoup touché, dans mon pays, les Malinké, les
Peuls sont en conflit à cause des politiques. Lui, il est Peul, moi, je suis Malinké. Mais il parle très bien Malinké. C'est un vrai Guinéen, d'ailleurs. Il a la chance, partout où il part, il apprend vite fait la langue. Donc, il parlait couramment la langue libyenne. Et donc, quand on est venu l'acheter, il dit non, je ne vais pas laisser mon frère. Fran, je ne veux pas. Il dit, mais je vais faire quoi? On l'a acheté, il est parti, il a dit à son maudit, si vous n'achetez pas mon frère là, je ne vais pas travailler. Et vu que c'est un beau gosse, et il y avait déjà la femme de l'arabe qui commençait à avoir des idées, donc elle a insisté de m'acheter pour que le jeune soit à l'aise. C'est comme ça, on est parti m'acheter, on m'a acheté à 900 dinars. Bon, c'est que 900 est poussière, je dirais même 1000 dinars. À l'époque, on a calculé l'autre fois, je ne sais pas si c'est 300 €, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est vraiment, on m'a acheté parce que lui, il a proposé. Mais quand je suis arrivé, et c'est comme ça se passe. Soit, si c'est les femmes qui viennent acheter des gars, c'est pour voir celui qui est colosse, tout. Parce que souvent, j'ai remarqué dans certains endroits, les femmes qui sont veuves, parce que leur mari est décédé ou bien divorcé, tout, ne se remarient pas. Donc, quand elles viennent acheter comme ça un gars, c'est pour autre chose aussi. Des exploitations sexuelles. Donc, il faut voir comment il est, très sportif, tout. Et il y a aussi l'autre côté aussi, des moudirs qui viennent acheter parce qu'ils veulent des colosses pour aller travailler dans les chantiers, dans les champs. Il faut quelqu'un qui travaille bien, qui est bien battu, qui est bien portant et qui est en bonne santé. Donc, et ce qui me fait mal, quand ils viennent acheter des gars comme ça, là, après 6 mois, vous allez voir, il a complètement fondu. Parce qu'ils refusent de lui donner très bien à manger. Ils disent que certains Africains, c'est comme ça, ils généralisent, c'est comme des harouf. C'est-à-dire, c'est comme des bœufs. Quand vous leur donnez trop à manger, ils vont se révolter. Donc, il faut leur donner peu et il ne faut pas leur donner un accès de vie, c'est-à-dire confortable. Comme ça, ils vont se soumettre. Et vous allez voir qu'après 6 mois, cette personne qui a quitté, qui est très bien arrêtée, a complètement fondu. C'est pourquoi un jour, j'ai regardé Barry, on doit fuir. Mais moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu sa fille qui se bloquait dans ses devoirs mathématiques. Elle faisait la 10e année. Et c'était surtout des inégalités remarquables. Là, c'est un truc que je maîtrisais très bien. Donc, je commençais des fois à la conseiller, à montrer comment elle va faire. Et ça a créé une sorte d'importance. Parce qu'à chaque fois, le monsieur disait, un jour, je vais mettre une balle dans ta tête, je te jette dans le désert. À qui? À moi. Que parce que je ne fous rien, je suis là pour quoi? D'accord. Juste pour arroser ses plantes la nuit et des fois aussi laver la voiture ou bien les moquettes ou bien laver la maison il peut avoir mieux que moi. Donc, il y avait ce côté-là. Mais heureusement, on a décidé, on s'est enfui. Mais j'en connais plein d'autres gens. Ce qui me fait mal, j'ai jusqu'à présent les traces de la chaîne, quand ils mettaient la chaîne au pied et puis ils mettaient les cadenas. Ah ouais. C'est la question que je voulais poser, justement. Et je me rappelais, quand j'ai regardé le film de Kunta Kinte. Bien sûr. Ah ouais. Et ce qui me choque, des fois, il me voyait avec ça, arrêté en train de prier. Et lui, il est musulman. Mais surtout, il ne faut pas qu'on généralise. Il y a des bons musulmans, il y a des mauvais musulmans. Ça n'a rien à voir avec tous les musulmans. Et des fois, il venait, il crachait sur mon visage comme ça. Pendant que tu priais? Oui. Et pendant que je priais, il dit, attends, que quand on regarde l'origine de la peau noire, que c'est un peuple qui a été maudit. Et ça s'est reflété comme ça. Que parce que c'est écrit. Maudit par qui? Et là, ce qui me choque, quand j'étais nouvellement venu ici, quand j'entendais certains de nos frères dire « Innamal mu'minina wal ikhwa », ça me choquait. Ça veut dire quoi? Mais parce que tous les musulmans sont des frères. Mm-hmm. Ça me choquait. Mais par après, je me suis dit que « Mais tu es bête, petit. C'est une minorité qui t'avait fait ça. Ceux qui te disent ça ici, ce sont tes frères. Il ne faut pas non plus leur mettre dans les mêmes pots. » Voilà, comme moi-même je suis sorti, parce que ça commençait moi-même à... Bien sûr. Voilà. Mais c'est ça la question que je voulais te demander. Est-ce qu'à un moment, au niveau de ton ressenti, quand on te crachait dessus, quand on te violentait, qu'est-ce que tu sentais au fond de toi des fois? Qu'est-ce qui te traversait l'esprit? Moralement, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau dans ta tête?
l'étonnement d'abord, Mhm. que l'autre humain puisse faire ça à son prochain. Pour moi, c'était imaginaire. À un moment donné, même, on nous racontait l'histoire, mais je ne croyais pas la traite négrière, le commerce triangulaire, l'esclavagisme, tout. Oui, je dis, quand même, c'est le passé. Passons. C'est pourquoi quand j'entends certains politiques raconter des choses sur les migrants, c'est-à-dire catégoriser les gens et puis dire n'importe quoi à des concepts, quand on dit par exemple transmigrant, et même le mot migrant, quand vous cherchez sur l'Internet, sur Google, vous allez voir, c'est un expatrié pour des raisons économiques. Oui, c'est ça que j'ai dit Christophe Colomb Donc, tout à l'heure. si on réduit tout le monde comme ça, je regarde, souvent je ne souhaite pas le malheur de quelqu'un, mais je me dis, si les choses se renversaient, la façon dont on a été voir, on a vécu, je vous assure, certaines personnes allaient fermer leur bouche, quoi. D'accord. Alors, tu as expliqué justement le fait enfin, vous vous êtes évadé finalement avec ton ami. Qu'est-ce qui s'est passé justement de l'évasion jusqu'à prendre la Méditerranée? On est parti encore au bord de la mer parce qu'on n'avait pas quelqu'un qui pouvait payer pour nous. Et Barry et moi, on a commencé encore à travailler. Finalement, vu certaines réalités, voilà, lui, il est parti. Il a traversé avant moi. Et moi, je suis allé dans un autre campo, dans une autre ville. Je suis resté très longtemps. C'est là-bas que j'ai commencé à avoir la chance avec le Moudi, avec qui je communique jusqu'à maintenant d'ailleurs, qui est très gentil. Ouais. J'ai commencé à parler avec lui et c'est pourquoi quand j'entends certains dire la tolérance, elle est essentielle. Je dis oui, mais tolérer quelqu'un sans échange, sans partage, comment vous allez découvrir ses potentiels? Peut-être dans les deux sens, vous allez tous comprendre. Et c'est comme ça que lui et moi, on s'est compris, on est devenus de bons amis. J'ai travaillé pour lui, il me payait comme il le faut. Mais vraiment. Ça t'a permis de faire des économies? Et ça m'a permis de faire des économies. Et finalement, lui-même, il a commencé aussi à faire traverser les gens. Parce que lui, il faisait traverser les gens par humanisme. Parce que je l'ai dit, j'ai plein d'amis en prison. Il faut leur sortir. Et comment leur sortir? Je leur ai montré la méthode. Et comme ça, je l'ai conseillé jusqu'à ce que... Même il y avait des fous qu'il a fait traverser, qui ont été torturés tellement et qui sont devenus folles. Il y a certaines femmes, certains gens aussi, et d'autres avaient des balles aussi. Et ça commençait vraiment à sentir. Et il a traversé toutes ces personnes-là. Il y a plus de femmes que d'hommes de femmes, ou c'est la même chose? C'est la même, mais honnêtement, je dis vous me permettrez de dire ça vraiment, c'est important. La vie d'un migrant, un homme venu clandestinement en Europe, à un moment donné, on dit, ouais, on a des hommes, oui. Personne ne souhaite vraiment vivre tout ça. Mais nos sœurs, j'ai de la peine vraiment pour certaines sœurs. Et il y a des explications, je ne rentre pas de fond en compte. Parce que je sais ce que certains de nos sœurs qui sont arrivées ici ont vécu. Mais jusqu'à maintenant, quand je pense à certaines images, c'est pourquoi il y a un jeune qui est décédé en route, c'est un jeune Ivoirien. C'est lui qui m'a donné le courage de me révolter pour la première fois quand ils ont voulu tourner des films sur une femme enceinte en la faisant, c'est-à-dire violer par 3 garçons. Et ils ont très bien choisi ces garçons-là. C'est pourquoi ils ont essayé de voir ceux qui ont le plus grand sexe. Ils ont choisi ces gens. Cette femme enceinte, je ne sais pas combien, mais le ventre quand même était sorti. Et après, eux, ils ont dit que ouais, elle est mieux placée. Et ce jeune Ivoirien s'est révolté. Il m'a donné le courage de me révolter aussi. C'est pourquoi quand j'étais en prison, leur convoi avait fait un naufrage. Ils étaient 121 personnes, il y a 18 qui ont survécu. Quand j'ai entendu qu'il est mort, il est le héros, vraiment. Et quand moi j'ai même été, après plus tard, j'ai vu cette dame, elle avait accouché, elle est venue, elle a chanté autour de moi, elle a dit, j'ai dit non, c'est pas moi, c'est ce jeune-là. Ah ouais. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'il dit, parce qu'il parle vraiment de Barry. Ton ami costaud, tu parles aussi de cet Ivoirien-là, donc ça donne aussi une bonne image aussi de la communauté, c'est qu'il y a des frères aussi courageux
Il y a des gens aussi qui se laissent pas faire. Et l'image, c'est important pour travailler l'imaginaire aussi des générations futures. Nous, on est des enfants de migrants, comme on dit, des personnes qui ont migré. Mais comme j'ai dit, bon, en vrai de vrai, on est tous des migrants parce que, bon, on va pas refaire l'histoire ici, pas ce soir. Mais en gros, ce que je dis, c'est que c'est important qu'on sache l'histoire de nos parents. J'encourage aussi tous les parents afrodescendants qui ont vécu des parcours comme ça de l'expliquer aux enfants. C'est très très important. Moi, comme je t'ai dit, même si on ne doit pas être trop loin en âge, mais moi je te vois comme un père quelque part, par rapport à ton parcours de vie. Parce que je peux aussi faire le parallèle avec la vie que mes parents à ce que mes parents ils ont vécu quand ils sont venus ici. Donc c'est important d'expliquer et de dire aussi qu'il y a des Africains qui savent se tenir debout, qui savent aussi se révolter. Ça, je t'ai demandé un moment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pour dire qu'au bout d'un moment, voilà, il s'est révolté. Et parce qu'au bout d'un moment, bon, quand ta dignité elle est piétinée à un certain niveau, ça sert à quoi de vivre? Au bout d'un moment, autant se révolter, ça passe, ça casse. Et j'admire votre courage à ce niveau-là. Et on rappelle ton livre Mon Soleil, parce que justement, là, c'est vrai qu'on surpasse sur ton parcours, mais de vraiment rappeler que ton livre, Mon Soleil, c'est détaillé, et c'est un témoignage qui est vraiment important à lire, en tout cas même dans notre communauté, même si on a tous un peu une personne qui a migré, mais c'est très fort. Et pour continuer? Oui, pour continuer, je voudrais dire ceci. Il y a souvent ce qu'on appelle se révolter dans la parole et être dans l'action et être devant quelqu'un qui est super puissant, qui peut vraiment te détruire ta vie et que tu disparais. C'est encore plus dangereux. Même tes parents, parce que là où ce jeune Ivoirien s'est révolté, il y avait des revolvers chargés qui tiraient partout et qui pouvaient tirer sur nous tous là-bas, nous enterrer dans des fosses communes et que jusqu'à aujourd'hui, personne ne saura. Mais il s'est révolté. Mais il a eu le courage. C'est le seul jeune que j'ai vu. Il a foncé vers un jeune, c'est-à-dire les gens qui nous ont kidnappés, il a foncé vers lui avec un bois dans la main. Mais, et pourtant, il n'est pas grand détail. C'est pourquoi je dis souvent il est squelettique. Dans le livre, je dis il est squelettique. Parce qu'il était très mince. Mais il a foncé sur lui avec des cris. Le gars a fui. Il avait son pistolet. Parce que c'était trop pour lui. C'était trop pour lui. Et il est parti dire là-bas qu'il y a un fou parmi eux. Et avant qu'il ne vienne, moi aussi je me suis levé. J'ai dit non. Pendant que certains de nos frères avaient la tête comme ça. Pour ne pas qu'on trouve que s'il y a une sanction, parce qu'on connaît des gens. C'est pourquoi il y a des journalistes qui vont dans ces lieux-là pour des soi-disant investigations. Ils mettent en danger certains migrants. Nous, il y a notre vidéo jusqu'à présent sur YouTube. Le jour qu'ils ont été, c'était le jour de la fête de Tabaski en 2016. J'étais en prison de Zawiya 4. Et ils sont rentrés, ils nous ont filmés. Barry m'a dit, Fran, tu sais, tu aimes beaucoup dénoncer, mais ici, attention. Malgré que nous, on a évité ce jour-là de dénoncer ce qui se passe. Mais ils ont fait 3 jours, sans même toucher à nous, à la porte de notre prison. Ils ne venaient même pas. Parce que d'après eux, que les gens là sont partis, c'était les envoyés de l'Union européenne pour voir dans quelles conditions les gens sont, recenser les gens et puis partir. Ils ne savent pas combien de fois ils mettent en danger les gens. Ils viennent, ils font c'est-à-dire leur interview et tout, et après ils mettent ça sur les réseaux sociaux comme qu'on on a été là, mais qu'est-ce qui est devenu les gens là-bas? Parce que j'en connais dans certaines prisons, on a bastonné ces gens jusqu'à ce qu'ils sont morts pour servir de leçon aux autres. Pour ne plus parler. Pour ne plus parler. D'accord. Et alors, sur le bateau, puisque tu as dit que tu travaillais avec quelqu'un qui t'a permis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as payé pour le bateau? Comment est-ce que ça se passe? Vous êtes combien dans ce genre de bateau? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui se passe à ce moment-là? Oui, j'avais un petit sou, mais ça ne pouvait pas vraiment arranger parce que ça a coïncidé à une attaque dans un foyer. Et quand vous regardez dans les informations, en 2016, il y a eu des attaques. Ils avaient donné l'ordre que même les militaires pouvaient aller dans les camps et dans les foyers pour prendre les migrants. Mais il y a des bandits qui sont armés. Oui. Donc, ils se camouflaient comme si c'était des militaires. Des fois même, vous allez voir un bandit avec un char, avec des chars, venir, avec des grenades. Les gars, ils sont super puissants, ils sont super armés. Donc, ils attaquaient des foyers et il y a eu plusieurs blessés. Certains blessés, des gens que je connaissais, donc j'ai pris mon argent là, j'ai dit à mon mudir,
Ils étaient 10 personnes, faites traverser. Il a dit, mais et toi? J'ai dit non, faites des traversées. Il dit, bon, moi je vais augmenter 5 encore. Donc ils ont pris tous ces gens, ils les ont fait traverser. Moi je n'avais rien. J'avais un cousin qui était à Tripoli. Lui, il arrivait à travailler, mais il parlait très bien aussi la langue. Et il était protégé par son patron, qui est aussi quelqu'un de très connu, qui est très armé. Parce que la Libye, plus tu es armé, plus tu es craint entre Libyens et eux. Le plus armé, c'est le plus fort. Donc, il était protégé par donc, celui-ci m'a envoyé un peu d'argent. Et de nouveau, j'ai payé. Mais presque, je dirais même que c'était 400 dinars. 400 dinars. Oui, mais après, il m'a donné. Mais quand je suis arrivé vers l'international, j'ai dit, parce qu'il est venu, il dit qu'il veut s'assurer qu'on part. Arrivé, quand on a dépassé l'eau tunisienne seulement, après, je dis non. Donc, prends. tu payes à un passeur. Oui. Et ensuite, là, directement, dès que tu payes, vous embarquez. Vous embarquez. Mais il faut vraiment me permettre les conditions d'embarquement. C'est quoi les conditions? C'est catastrophique. Les surcharges. Oui. Nous, normalement, notre premier convoi, au lieu d'être 110, on était 130 et quelques dans la pirogue. On était serrés comme des sardines en boîte. Et ce qui est bizarre, l'urine et vomissements sont déversés directement dans la pirogue. Parce que vous n'avez pas le temps de vous lever pour faire quoi que ce soit. Souvent, on dit les urines, les déféquer dans la mer, ça attire les prédateurs. Donc, il faut éviter. Donc, tout est déversé dans la pirogue. Et malgré cette odeur insoutenable, personne ne se plaint. Et dans la pirogue, ce qui est pire encore, l'essence. L'essence déversée dans la pirogue se mélange à l'eau de mer pour devenir un acide brûlant. Et cet acide, vous allez voir beaucoup de migrants ici. C'est comme s'il s'est brûlé avec le feu. Non, c'est l'essence là. C'est pourquoi vous voyez certains migrants, quand on les sauve en se levant, ils sont comme ça. Parce que ça enlève complètement la peau. L'essence, c'est l'eau de mer? Oui. Et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas crier. Quand vous criez, ceux qui sont au bord vous donnent des coups pour que vous vous taisiez. Pour ne pas que les militaires, les gardes-côtes vous voient. Et vous partez la nuit? Oui, la nuit. D'accord. Souvent, c'est 0h d'août. À 4h du matin, les gens sont lancés. Et nous, c'était à 1h qu'on a été lancés. Et donc, on est parti comme ça, notre premier convoi, jusqu'à ce qu'on a été pas sauvé. Souvent, les gens qui sont en Libye disent on a sauvé. Pas sauvé. Plutôt, notre convoi a été détourné et on a été débarqué dans la prison de Zawiya 4. Mais ces conditions-là, c'est pourquoi souvent il y a des naufrages. Parce que quand les gens en ont marre de cette durée de traversée-là et de toute cette réalité dans les pirogues, les gens, à un moment, ils veulent se lever. Quand ils se lèvent, les bois se cassent. Une durée de combien de temps à peu près? Ça dépend des endroits. Il y a Tayura qui fait 6 heures entre Libye et sur Lampedusa. Et te concernant, tu as pris cette durée? Moi, j'ai pris Zawiya 4. Ok, ça a pris. Je ne m'excuse pas, Zawiya, plus ça, c'est la prison. Moi, je suis passé vers... d'abord, c'est à Zabrata, mais on est passé vers Tunisie. C'est une partie qui est très proche de l'eau tunisienne. Et cette partie vraiment de la Tunisie est très proche. Et comme les Tunisiens n'avaient pas découvert en ce moment ce système, maintenant qu'ils ont découvert, ils ont commencé aussi à faire traverser. À notre époque, on ne faisait pas traverser. Mais tout ce qui venait de ce côté-là de la Libye passait par l'eau tunisienne pour rentrer dans les eaux internationales. Ok, et donc toi, tu te fais arrêter finalement? Oui. On a été débarqué en prison. Et de nouveau, quand je suis sorti, c'est maintenant, j'explique, quand j'ai rencontré le Moudir là, en question, et j'ai commencé avec lui, comme je viens d'expliquer, et jusqu'à ce qu'on a été embarqué. Cette fois-ci, c'était la bonne. Parce qu'il s'est permis, c'est pour vous dire que c'est un réseau mafieux, pour même traverser. Il a payé un quota aux gardes qui étaient de tour cette nuit, ceux qui étaient sur la mer la nuit là. Oui, ça veut dire que donc ils font semblant de surveiller, mais en réalité, ils ne surveillent pas. Ils sont payés normalement pour surveiller là, mais ils font semblant. Et quand vous venez, eux-mêmes,
beaucoup de migrants, quand vous leur demandez, vous avez vu les militaires, quand vous avez... Oui, on voit les militaires, ils viennent vers vous et ils vous demandent, c'est la pirogue de qui? Et nous, on nous a posé la question, on a dit le nom. Après, ils sont partis. Certainement, ils appellent leurs supérieurs. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, ils sont venus, ils ont dit, ah ben, eux-mêmes, ils nous ont montré, ils disent, vous partez comme ça, Toll, Italia. C'est comme ça, même, Toll, Italia. OK, mia. Et ils disent, c'est bon, 100%. On dit, oui, OK. Qui vous conduit quand c'est comme ça? Il y a une personne spécialiste qui va vous conduire ou c'est vous-même qui vous démerdez entre Oui, il y a un capitaine, il y a un boussolier. Souvent, il y a plusieurs, on dit compassman ou bien boussolier. C'est quelqu'un qui surveille la boussole. C'est une sorte de compas comme ça, mais très bizarre des fois qu'on donne. Des fois, pourquoi même ces gens, ils se permettent de dire capitaine ou bien boussolier parce qu'eux, ils ne payent pas. Ils ne payent pas parce qu'ils prennent d'autres risques aussi. S'ils sont repérés par l'hélicoptère qui vient le plus souvent, ou bien les bateaux de sauvetage, souvent ils sont emprisonnés, c'est ce qu'on dit, ils sont emprisonnés. Mais ce que les gens, les Européens, les Occidentaux ne se rendent pas compte, c'est que ces gens-là aussi veulent traverser. Ils n'ont pas de moyens. Peut-être qu'ils étaient, ceux qui viennent par exemple, les Gambiens, les Sénégalais, en général, c'est des gens qui étaient des pêcheurs. Ouais. Donc, du coup, ils connaissent un peu la mer, comment ça se passe. Donc, quand tu dis à ce dernier, tu veux être capitaine, il va dire oui. Parce que même en prison, quand on vient les acheter vite fait pour aller conduire encore une autre pirogue. D'accord. Et donc vous arrivez ensuite en Italie, c'est ça? Oui. Et pour cette dernière fois, et puis on a traversé, on est arrivé à Siracusa, c'est là où on a été débarqué. Et de là, je suis allé, on m'a envoyé à Lecce, dans un centre appelé Uchita. C'est là où j'ai fait mes premiers pas en italien et je suis resté un peu, d'ailleurs même l'année passée. En 2022, je suis allé dans le même centre pour rencontrer mon directeur, c'est-à-dire le directeur du centre, qui m'a expliqué un peu la situation catastrophique. Il m'a dit même, j'ai arrêté de travailler dans la migration. J'ai dit pourquoi? Il m'a expliqué. Parce qu'à notre époque, il dit que l'intégration était volontaire, ce qui n'est pas le cas dans certains pays. Je ne connais pas assez pour la France, mais la Belgique, l'intégration n'est pas volontaire. Et en plus, les mesures d'accueil ne sont pas les mêmes comme dans d'autres pays. C'est que quand vous vivez dans certains centres italiens, c'est comme si vous vivez au 10e étage avec tous les conforts et quand arrivez en Belgique, on vous fait descendre dans la cave. Vous voyez la différence un peu. Et pourtant, l'Italie, c'est un parti d'extrême droite depuis. Et pourtant, tu dis que oui, on a vous étiez l'impression que c'est plus raciste oui, tout à fait, en que la Italie Belgique. qu'en Belgique. Mais je viens. C'est que moi, je suis passé en 2017 en Italie. C'est pourquoi d'ailleurs mon directeur il dit qu'il ne fait plus partie dedans. Avant, qu'est-ce qu'il fait cela? La migration était une source de revenus pour beaucoup de jeunes qui ne travaillaient pas. C'était une source de travail d'ailleurs. Parce qu'il y avait des micro-projets. Nous, c'était Uchita. Ces micro-projets-là sont surveillés par une autre structure. Cette structure est surveillée par la commune. Et chaque 6 mois, il y a un compte-rendu partiel qui continue jusqu'à la commune. Si vous ne faites pas bien votre travail, on ferme. Et si on ferme, il y a beaucoup de jeunes qui vont se retrouver dans la rue. C'est-à-dire beaucoup d'Italiens. Donc, c'est pas parce qu'on fait ce travail-là, parce qu'on aime ce travail, ou bien on est humain. Non, on fait ce travail parce que aussi, ça nous permet de gagner quelque chose. Et c'était ça. Il fallait faire très bien ton travail, ou bien tu perds ton travail. Donc, il y avait ce problème-là. Mais du moment qu'on a centralisé, c'est pourquoi il dit que moi j'ai quitté, parce que ce n'est plus digne comme lui, il était dedans. Et c'est le cas en Belgique, par exemple. Moi, j'étais au Petit Château. C'est purement une structure gouvernementale. C'est que compte rendu directement vers là-bas. Donc, il y avait des choses qui se passaient là. Le contrôle n'est pas aussi méticuleux comme on pouvait le faire dans des micro-projets là. C'est pourquoi je dis à l'époque, on essayait, quand les migrants sont nombreux dans une chambre, peut-être dans un appartement, vous allez voir, il y a 4 chambres, 2 par chambre. Et nous, au Petit Château, on était une dizaine de personnes dans une petite chambre, avec des petites cabines. Mais vous allez voir, des fois, il y a l'urine, il y a n'importe quoi. Et
la description, je vous laisse peut-être découvrir dans le livre, mais c'était inhumain, mais vraiment. Et les mots, les encadreurs avec tout ce qui s'ensuit là-bas, c'est très très différent d'Italie. C'est pourquoi quand je fais cette comparaison, j'ai été aussi en Allemagne, c'est un peu plus ou moins. Mais à l'époque, en Italie, vraiment. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi vous n'êtes pas resté là-bas quand même? Et moi, personnellement, pour mon cas, j'ai eu confiance à quelqu'un, et j'ai porté confiance à quelqu'un, mais confiance aveugle, à une personne qui me tenait à cœur. Sinon, j'avais commencé en Italie à faire ma vie, à m'organiser, à travailler, tout. Mais cette personne, la décision la revenait. Et c'était une personne qui vivait dans un état très fragile. Et moi, j'étais là, depuis la Libye, à l'aider, à l'accompagner. Je pensais même que j'allais épouser. J'ai cru que oui, tout ce que la personne me dit, c'est sincère. Et on a continué comme ça jusqu'en Belgique, sauf que la personne m'a abandonné dès qu'on est arrivé à la gare. Aujourd'hui, elle a fait sa vie, tant mieux. Je me dis un peu, c'est un certain nombre de réalités. Je ne l'en veux pas de ce qu'elle m'a fait, mais cela ne me fait pas quand même quelqu'un qui va condamner toutes les femmes au monde, comme quoi il ne faut pas porter. J'entends souvent les gens dire c'est n'importe quoi. Je dis souvent, quand je veux juger les gens, je regarde mes mains. Ils ne sont jamais égaux. Alors on n'est pas égaux. Donc c'est à il cause faut d'une qu'on femme. accepte tel qu'on est. Et donc c'est à cause d'une histoire d'amour finalement que tu t'es retrouvé en Belgique. Oui, je suis venu jusqu'en Belgique. Ah, le love, hein, c'est fort, hein. Non, mais c'est très très fort, mon frère. Il faut voir dans le livre, c'était hyper fort pour moi. Ça veut quand même dire que malgré ces difficultés, on a quand même ce côté où l'amour, on a le droit à l'amour malgré les difficultés. Enfin, si je comprends ce que tu décris par rapport à toi, ton histoire personnelle. C'était les deux, moi, quand vous lisez, c'était les deux. En fait, il y avait ce qu'on appelle, au début, tout a commencé par la pitié, parce que la personne a été très, très maltraitée, malmenée en Libye. Et il y a eu plein de suicides derrière. Et moi, quelque part, les anglophones que je connaissais souvent, quand ils arrivaient dans le Cambo, comme ils me voyaient dans un certain nombre de privilèges avec le Moudi, c'est-à-dire le patron, ils disaient, mais c'est le seul Africain qu'on voit ici, tu nous donnes de l'argent, des fois tu nous achètes de quoi manger, mais tu ne veux pas foc-foc. Excusez-moi, c'est que souvent les frères, entre eux là-bas, quand ils te font du bien, c'est que par après, il faut t'attendre à quelque chose. Oui. Donc, c'est comme ça, il disait. Et elle, pour un premier temps, elle était comme une sœur. Excuse-moi, c'est juste pour montrer la double pression des femmes dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles sont opprimées par les Libyens, entre autres, mais aussi par les migrants. Oui. C'est une double pression. Moi, c'est une encore fois, plus une difficile. sœur est venue me trouver. Elle dit qu'elle a faim. Je décris cette scène dans le livre. Elle dit qu'elle a faim. Parce qu'elle m'avait vu compter l'argent. C'était le jour de notre départ. Compter l'argent, après j'ai mis dans ma poche. Elle est venue près de moi. Elle dit, même si tu me donnes 1 dinar, tu feras tout ce que tu veux. Elle a enlevé ses habits. Honnêtement, je ne vais pas vous dire, ah non, ça faisait plus de 1 an. Je n'ai jamais vu une telle beauté comme ça. J'étais comme ça. À un moment donné, j'allais vraiment céder. Mais j'ai pensé à ma maman en ce moment qui m'a dit, il ne faut jamais voir une femme dans la fragilité pour profiter d'elle. Je te maudis à jamais. Tu n'es pas mon fils. Celui qui profite de cette situation, tu es bâtard. Magnifique. Tu n'es pas mon fils. Magnifique. Et sinon, si je n'avais pas pensé à ça, mais honnêtement, c'était enlever mon patron, aller direct. Mais j'ai pensé à cette phrase. La parole de maman retentissait dans... C'est comme si elle était là, quoi, en train de me parler. J'ai pris tout cet argent, je l'ai donné. Elle m'a dit en anglais, « What ?» J'ai dit non. Elle est ghanéenne. J'ai dit... C'est que ce que j'avais dans la tête pour l'expliquer, mais je ne savais pas parler en anglais, tu vaux mieux que cet argent. Prends tout. Et franchement, Et je l'ai donné. J'explique ça aussi dans le livre. Je voulais que tu nous dises quand même, toi tu as fait ce parcours. Est-ce que tu as rencontré la plupart des gens de toutes les nationalités d'Afrique de manière générale dans ton parcours? Beaucoup, même certains Asiatiques, parce que nos geôliers là-bas, la plupart, ce sont des Pakistanais et des Bangladesh aussi.
Donc ça, et ils viennent de l'autre côté. Et ils viennent là-bas pour du business? Pour traverser aussi. Pour traverser le plus aussi. grand nombre, on parle des Noirs, le plus grand nombre de convois, c'est les Bangladais et les Pakistanais. Et des fois même les Libyens. Donc ils quittent chez eux, arrivent en viennent vers Afrique là, oui, pour traverser. Pour traverser. Et ils viennent vraiment en VIP. Hein. Il y en a qui viennent même avec leur portable. C'est pourquoi quand j'entends souvent les gens dire « Ah ben on veut lutter contre le terrorisme », je ne dis pas que tous ceux qui viennent de là sont comme ça. Hein. Mais je dis, si eux ils viennent en VIP, des fois même avec leurs chaussures, parce que nous on enlève tout, même les bagues, on dit il ne faut pas enlever, c'est tabou, tout, il faut aller juste avec les petites culottes. Mais eux, c'est en VIP. Même leur téléphone. Ah, même chez les migrants, du coup, il y a des... Oui, il y a des Oh là là. Et puis quand on les met en prison, une seule nuit, il y a un qui vient, ils les prennent tous. Ils sont sortis. La même nuit. C'est-à-dire que même Ils là-bas, passent c'est-à-dire pas il y a la les, nuit. il y a les surmigrants, les Ils sous-migrants, passent pas la nuit, mais direct, tous les migrants qui ont vu avec... Et vous montez, d'ailleurs, Ouais. le plus souvent, ils mettent pas nous, venant de l'Afrique noire, avec ces gens-là, ils mettent pas dans les mêmes... Parce que aussi, ils disent qu'eux, ils payent. Si nous payons 400 dinars pour traverser, et quelqu'un peut payer 3000 dinars. Et parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens. Mais moi, Et voulais attends, poser une- non, j'ai juste, excuse-moi, une question. Attends, comment ça se fait qu'ils ont plus de moyens? C'est-à-dire, c'est leur communauté qui les porte plus? Pourquoi les Asiatiques ils ont plus de moyens que les Afros, que les Noirs? Comment ça se fait? Là-bas, je ne peux pas vraiment me mettre dans la peau de pourquoi et comment eux, ils ont plus de moyens. Mais c'est que, ce que je peux dire, ils ne sont pas beaucoup fouillés. Ils ne sont même pas fouillés. Parce que même quand on rentrait en prison, nous, on faisait semblant, c'est-à-dire, nous, on nous fouillait, mais eux, on faisait semblant de leur fouiller, quoi. On fait comme ça. Mais quand vous, un noir, tu viens, on dit, d'enlever... Tu es un peu plus fouillé. Oui. Alors, une question qui est Donc, ils fondamentale. restent avec leur argent pour payer, pour continuer C'est leur dingue. chemin. Et ils sont protégés aussi par quelqu'un, parce que dans leur réseau, parce qu'il y a toujours un leader. Dans leur réseau, ils ont quelqu'un qui est très influent, qui travaille avec un Libyen très influent. Donc, ça dit, un Libyen qui joue avec un seul cheveu de ces gens-là, ils vont venir dévaster toute ta famille. Et chez nous, il n'y a pas ça. Mais chez nous, ce sont des fois nos propres frères, même d'ailleurs, même, Qui le font. Qui le font. Alors, les deux dernières questions, parce qu'on arrive à la fin. Aujourd'hui, un jeune qui est, je sais pas, à Korogo, par exemple, en Côte d'Ivoire, ou qui est à Douala, qui regarde, qui a un peu des moyens financiers. Si tu le regardais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Celui-là qui peut se débrouiller, mais qui a un fantasme du monde occidental. Qu'est-ce que toi tu pourrais lui dire alors qu'il veut emprunter ce parcours-là? C'est mon travail, chaque jour, à chaque fois. Je suis interpellé par ces sujets. J'ai été au Maroc, c'est la même chose. Je souhaiterais aussi aller en Guinée, en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on m'a proposé pour aller en Côte d'Ivoire, M. Wad, un monsieur très gentil, qui, depuis même, je n'avais même pas pris cette route-là, qui m'a soutenu, qui m'a accompagné, qui m'a conseillé. Et il souhaite que j'aille en Côte d'Ivoire pour parler à ces gens-là. Mais en face de ces gens, c'est comme si je suis aussi en face de mon fils. D'abord, tout ce que j'ai vécu, je me dis que je ne dois pas transformer ça en arme pour diviser mon idéologie sur les gens, sur l'humain. Mais plutôt, ça doit me servir comme quelque chose pour rassembler. Ok. Ça, c'est un. Et pour ceux qui sont là-bas, à chaque fois que je parle avec un frère, je commence toujours par dire, je ne suis pas là pour décourager ni pour encourager. Mais si je te raconte ce que j'ai vécu, en restant fidèle à ce vécu, à la réalité, c'est à vous de juger, À décider de même. à décider. Votre liberté, ce choix, je ne peux pas changer. Mais c'est à vous de voir, est-ce qu'il faut abandonner, il faut se construire. Parce que qu'est-ce que je me dis des fois? Tu veux dire à quelqu'un, non, ne viens pas, ne viens pas. Mais le problème est que si cette personne-là, Ne comprends pas? non, pas que ne comprend pas. Je connais certains frères, il a échappé à la mort dans notre pays. Ah, mais après, il y en a beaucoup qui meurent aussi sur la route. Oui, mais c'est les deux. En fait, échapper quelque chose pour aller tomber. Mais sauf que la différence, c'est quoi? La méconnaissance devant. C'est ça. Cette mort je connais certains qui sont morts de soif et de faim. Si ça, ils ne s'attendaient pas que ça pouvait arriver. Ils sont venus blindés, ils avaient de l'argent avec eux, on les a fouillés, on les a enlevés tout, et après ils se sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient rien, ils sont tombés, ils étaient en train de dormir, ils sont tombés,
Et ils sont morts. Ça, c'est la méconnaissance, l'étonnement, et puis quelque chose qu'on ne s'attend pas. Mais dans le pays, par exemple, ceux qui les attendaient là-bas, là, ils voyaient, ils sentaient le danger venir, et là, ils ont fui. Et dans l'ambassade guinéenne, du début à la fin, Comme il expliquait. Hein. Oui, vraiment là, à aucun moment, vraiment, ça les interpelle. Mon frère, les ambassades, je ne dis pas en général, mais dans certains pays, beaucoup. il faut s'en méfier. Je fais un parallèle. Algérie, Maroc un petit peu, mais Algérie, Tunisie, ici, la Libye. Souvent, même quand vous voulez envoyer de l'argent au pays, les gens qui sont là-bas, il y a des frères qui me disent, mais on a détruit mon argent. Complètement. Et tu ne peux pas sortir aussi avec leur monnaie parce que ça ne va rien servir. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais dire, pour ton dernier mot, aux personnes qui sont en France, justement, un jeune qui regarde, qui n'a jamais compris tout ça, quel est ce que tu pourrais dire pour passer un message aux personnes qui ne comprennent pas tout ce qui se passe, qui ont peut-être un mauvais regard sur tous ces migrants? Tu peux regarder dans la caméra. Frère, ce que moi je veux vous dire, toutes ces personnes qui viennent d'Afrique, d'Asie et beaucoup d'autres endroits, sachez que ils ont une vie, ils avaient une vie, ils ont une histoire, ils ont un vécu. Ne restez pas derrière les caméras, derrière les médias, à écouter seulement que la politique, qu'on réduit notre vie à des concepts, tels que, en parlant de transmigrants, de migrants, le mot d'ailleurs. Faites vos propres investigations. Menez vos propres investigations sur chaque mot, sur chaque concept. Cherchez à savoir si cela peut heurter quand vous appelez quelqu'un migrant ou transmigrant. Et qui l'a dit pour la première fois? Quel politicien l'a dit? Et pour quelle raison? Faites vos propres investigations avant de vous faire n'importe quelle idée. Cela vous aide, mais aussi ça vous permet aussi encore d'amener d'autres personnes à comprendre cette réalité, notre réalité surtout. Fran, moi j'aimerais te poser une question. Moi, ma femme, elle est dans le domaine du social. Ça veut dire qu'elle se retrouve beaucoup dans des situations où elle reçoit des personnes qui migrent et qui sont dans des situations assez compliquées. J'aimerais savoir comment t'as vécu l'accueil en France? Comment ça se passe au niveau des institutions? Comment t'as été accueilli? Comment ça s'est passé? Pour la France, j'entends souvent, je parle avec beaucoup d'amis qui sont dans des situations qui me parlent, qui me racontent souvent ce qui se passe pour l'Allemagne aussi, l'Italie. Mais moi, je suis en Belgique. Mais je vous dis qu'il y a toujours des gens qui font un travail, mais au-delà de dire sérieux, mais un travail humain. Mais par contre, je dis toujours à mes frères, méfiez-vous de certaines assistantes sociales, certains assistants sociaux, méfiez-vous. Parce que moi, pourquoi j'ai détesté le CPS, c'est comme ça on appelle, et certaines institutions où il y a des assistants, des fois on vous dit, vous avez confiance en moi, ben, il faut signer. Et vous signez, il y a des choses qui se restreignent et puis qui se retournent contre vous. Et il y en a, ce qui me fait mal, quand vous êtes dans la procédure de demande d'asile, elle sourit, ou bien ils sourient, ils font tout avec toi comme ça. Mais dès que vous quittez, c'était le boulot. Vous voyez cette personne-là, vous vous dites, non, je ne suis pas... C'est que vous sentez que c'était, je suis professionnel. D'accord. Je ne suis pas humain. C'est que ces personnes-là se contredisent. Donc, il faut vraiment savoir que ce n'est pas une généralité. Il y a des gens qui font leur boulot avec bienveillance, qui sont vraiment des personnes humaines. Et ce que nous cherchons d'ailleurs même, on demande, tout le monde ne peut pas nous rendre service. Mais ce que tout le monde peut nous donner, c'est nous rendre notre humanité. Quelle qu'en soit notre provenance, quel qu'en soit notre vécu, quelle qu'en soit la couleur de notre peau. D'accord. Donc, si je comprends bien, toi, tu penses qu'en France, tu as eu un peu des deux, quoi. Tu as eu des personnes qui étaient vraiment investies et tu as eu des personnes qui étaient... Alors lui, c'était plutôt une réalité en Belgique. D'accord. Mais moi, c'est ça, comme il explique, explique, pour la France, il y a des gens qui m'informent aussi par rapport à comment ça. est-ce que ça Mais se je passe? pense que c'est en général, c'est comme ça. Mais moi, je ne vais pas dire que tout le monde est mauvais, tout le monde... Non. Ouais, ça marche pas comme ça, de toute façon. Voilà. Ouais. Alors, dans ces cas-là, Fran, après tout ton trajet, t'es arrivé en Belgique. Et là-bas, tes rencontres, si tu peux nous raconter de façon succincte, quelles sont les rencontres que tu as fait, comment ça s'est passé rapidement pour toi, les gens que tu as pu rencontrer quand tu es arrivé en Belgique? La vie, c'est très compliqué quand je me suis retrouvé en plein mois d'hiver, dans la rue, sans papier, sans abri.
Et pour un premier temps, j'ai d'abord essayé de contacter beaucoup de mes frères pour pouvoir, ceux que je connaissais en Guinée, pour pouvoir m'héberger. Mais j'ai manqué de cette solidarité parce que j'ai appelé plein et puis j'ai été même, il y a même un oncle à moi que j'ai appelé, j'ai été chez lui, la façon qu'il m'a rejeté, la façon qu'il s'est comporté. Et quand j'ai eu le titre de séjour, ce sont les mêmes personnes qui sont venues vers moi. Ah oui, frère, donc... Ah, quand tu n'étais pas régulier. Oui, mais après, il faut se dire aussi que c'est dans les mœurs populaires. Je veux dire, il y a même c'est vrai, il y a même des chansons ou même des références, ou même n'importe où on entend parler comme quoi, la personne, on lui permet de rester chez nous quelques jours, puis finalement, ça s'éternise, ça devient des mois, ça devient des années. C'est aussi la peur que la personne s'installe réellement. Tu me rappelles quand je cherche, parce que même quand on a le titre de séjour, chercher une maison, c'est-à-dire pour loger, avec le titre de séjour même, hein, ou bien chercher du travail, c'est aussi un autre tabou encore. C'est aussi une autre réalité. C'est pourquoi quand on parle de l'Eldorado, les gens ils se rendent pas compte. Et ce monsieur, d'abord, il m'accepte chez lui et il me dit, vous êtes combien? Je dis, ouais, je suis avec mon épouse et mon fils. En ce moment, j'avais un seul garçon. Ok. Je ne vais pas avoir beaucoup d'Africains ici, hein, parce que je sais, l'autre était là la dernière fois, je l'ai dit de quitter parce que je voyais, au début ils étaient 5, j'ai vu, ils sont devenus 20. Et je l'ai tout simplement regardé, j'ai dit, monsieur, regardez mes mains. Ils sont égaux. Quand vous regardez les doigts, il a dit non. J'ai dit, mais pourquoi vous généralisez alors? Parce que toi, tu n'as pas cette mentalité de généraliser. Mais malheureusement, ça fait partie des mœurs de généraliser. Quand on a eu, surtout lui, il a une scène traumatique, il a pu pas avoir traumatique. Une mauvaise expérience, donc finalement... Il faut juste avoir les principes, c'est-à-dire mettre les principes dès le début. Dire à la personne, moi, par exemple, il y a une famille Barry, une dame que j'appelle Gadia, elle m'a dit dès le début, mon frère, tu viens, tu manges chez moi quand tu veux. Mais honnêtement, je ne veux pas te berger. Et j'ai compris. De temps en temps, je partais là pour aller manger les mafés de chez nous. Et elle me rappelait de ma grande soeur quand je venais chaque fois. Et après, je partais. C'est bon le mafé. Hein. Elle a été sincère dès le début. Moi, je pense que pour toute personne, il ne faut pas rejeter que parce que voilà, ils vont venir en nombre, mais il faut mettre définir définir des règles dès le début. Comme ça, même si la personne se retrouve dans un certain nombre de trucs, il ne va pas se sentir comme délaissé, abandonné ou bien voilà, catégorisé. Ok, très bien. Les amis, vous aurez compris que le sujet était long. On peut pas aborder tous les points. Alison, est-ce que tu pourrais simplement rappeler le livre de Fran? Mon soleil. Il faudrait justement, pour voir les détails et les sujets, le lire. Merci énormément, Fran, vraiment pour ce témoignage qui était bouleversant et riche, et surtout qui nous permet de comprendre un peu plus les migrants. Effectivement, comme tu dis, pour nous, ça se résume très souvent à des personnes qui traversent sur un bateau gonflable. Merci. Et voilà. Alors, comme vous le savez, les amis, il y a des parcours comme des personnes comme Fran ou des Francis Ngannou, mais ça ne doit pas vous inciter à toujours prendre ces chemins parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie et ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager parce que ce parcours est enrichissant, ça peut sauver des vies et surtout, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine émission. Bon choix. Moi, le petit mot que je voudrais dire de la fin, c'est que vraiment, les parents, parlez à vos enfants de votre parcours. C'est très, très important. Et aussi, faut pas oublier que cette histoire de migrants, c'est lié aussi à un contexte géopolitique très complexe. Voilà, c'est la souffrance en Afrique créée aussi par une certaine oligarchie qui fait que les personnes se retrouvent à migrer avec la collaboration aussi de certaines personnes en Afrique. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça. Donc évitons de juger aussi les personnes qui prennent ce chemin-là. Merci de votre visionnage. À très vite. Merci. Vous avez vu tout ce qui a été dit par Fran Kourouma. Je vous rappelle qu'il a fait son livre qui se nomme Notre Soleil sur la route du Maghreb. N'hésitez pas à vous le fournir, il est en lien dans la description. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous pouvez constater cette réalité effroyable, notamment un film, Au moins Capitaine. Il a eu des prix, mais
il n'y a pas eu plus que ça ici en France. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. Et je vous invite vraiment à le regarder. C'est énorme. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Et on est ensemble pour cette aventure qui grandit de plus en plus, qui est effectivement basée sur la diaspora en France, Belgique, tout ce qui est francophone, mais qui va bien au-delà. Et on compte bien y aller, notamment sur le continent. Aujourd'hui, c'est le Bénin. Demain, ça sera un autre pays. À très vite pour l'autre sujet.